Merci d'être venu déjà, première chose. Aujourd'hui, on va vous parler de crypto-monnaie, on va parler de marché, on va parler de configuration de marché, de différents profils d'investisseurs. Et on va essayer de déterminer si, sur le marché des crypto-monnaies, c'est le bon moment pour investir ou pas. Vous verrez qu'il y a différentes écoles, plusieurs types de réponses. Je m'appelle Maxime Baron, je m'occupe d'une société marketing spécialisée dans la blockchain et dans les crypto-monnaies, qui s'appelle la H Consulting. Et je vais laisser mes compères se présenter et expliquer leurs différentes activités. Merci beaucoup. Bonjour à tous, Thibaut Boutroux, je suis l'un des fondateurs de Just Mining, donc une société qui exerce sur les cryptos depuis maintenant presque 5 ans, avec une position où on va proposer des solutions d'investissement simples d'accès au grand public et aux professionnels sur des produits qui vont se rapprocher un petit peu des produits d'épargne que vous allez retrouver sur la finance traditionnelle, mais avec des leviers différents axés sur les crypto-monnaies. Bonjour à tous, Julien Rodia, je suis le fondateur de Descoin, donc une société d'achat et de vente de crypto-monnaies. Donc sur un modèle de courtage où on va essayer de faire de l'agrégation de prix sur la blockchain et les crypto-monnaies. Bonjour à tous, je suis Julien Gourlet, donc je suis le fondateur d'Ilium. On opère Cruxpool, qui est une pool de minage de crypto-monnaies. Donc le minage, ça permet d'utiliser la puissance de calcul pour sécuriser la blockchain et générer les blocs. Donc c'est plus technologique, si je peux me permettre, que ce que font mes petits camarades, mais c'est tout aussi intéressant. Voilà. Super, merci beaucoup. Donc tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, 2021 ça a été une année qui a été quand même extrêmement volatile pour les cryptos, qui a été assez quand même décisive d'un point de vue régulatoire, d'un point de vue adoption. On a vu beaucoup de news avec Tesla, on a vu beaucoup de news avec PayPal aussi notamment. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont dites dans la presse, des choses qui sont vraies, qui sont moins vraies, qui sont reformulées et pas forcément de la bonne façon. Est-ce que selon vous, dans la configuration de marché qu'on a aujourd'hui, sachant que, pour vous donner une petite introduction, on a eu une grosse hausse jusqu'à à peu près le mois de mai. De mois à août, c'était en baisse et on a eu une remontée des cours jusqu'à fin août, pardon, et jusqu'à il y a 3-4 jours où on a vu une petite baisse de 20%, mais rien de plus classique sur les crypto-monnaies, même si ça peut rendre un investisseur classique assez fébrile. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la configuration de marché, vous pensez que c'est le bon moment pour rentrer? Est-ce que vous pensez qu'il y a une réponse d'ailleurs qui est fixe à cette question? Ou est-ce qu'on peut être un petit peu sur les deux côtés, à la fois dedans, à la fois hors du marché? Ouais, il n'y a pas vraiment de réponse fixe à la question. Ça va vraiment dépendre du profil. Moi, je distingue vraiment le trader et l'investisseur. L'investisseur aujourd'hui va avoir une portée qui est plus à long terme, donc il va moins se préoccuper de son point d'entrée. Donc à ce moment-là, on peut voir les crypto-monnaies et la blockchain comme des technologies qui sont encore relativement jeunes. On parle d'une dizaine d'années d'existence. Donc à ce moment-là, se positionner aujourd'hui avec une visée à quelques années, c'est encore quelque chose qui me paraît très cohérent, à l'inverse d'un trader qui lui va chercher des points d'entrée et de sortie qui sont plus courts et qui lui va justement jouer pendant ces moments avec des grosses variations. L'investisseur va se positionner à long terme et va être beaucoup moins impacté de ces mouvements réguliers qu'il va y avoir sur le marché. Non, tout à fait. Moi, je suis également du même avis, dans le sens où aujourd'hui, on a cette vision de trading, on va dire. Donc, en effet, cette baisse pourrait être une opportunité d'investissement intéressante, parce que le but, du coup, pour les personnes qui investissent dans la crypto-monnaie ou même dans les actifs financiers, c'est de pouvoir acheter son actif de manière, enfin, du moins de la manière la plus optimale possible. Et donc, la manière la plus optimale, c'est en effet un coût d'acquisition qui est le plus bas. Je rebondis sur la stratégie peut-être sur le long terme. Aujourd'hui, les meilleures méthodes d'investissement, ça reste des méthodes d'investissement qui sont des prix d'acquisition de manière fréquentielle. Donc, c'est-à-dire, on parle de DCA, on parle du dollar cost averaging. Et l'idée, c'est de se dire que tous les mois, on va investir une somme régulièrement pour lisser son prix d'achat. Ce qui fait qu'en réalité, si on a une méthodologie d'investissement sur le long terme, avec une méthodologie qui est placée de cette manière-là, en réalité, ce n'est pas les fluctuations d'aujourd'hui ou le tweet de Trump la semaine dernière ou le tweet de Tesla qui a fait pumper ou qui a fait descendre le cours des crypto-monnaies qui va impacter notre investissement à long terme. Nous, notre but, justement, c'est que ces phases de baisse, ça va être des phases de rechargement. Et en l'occurrence, quand on va acheter dans des phases qui vont être très hautes, là où il y a de l'euphorie, si on a une méthode d'investissement qui nous permet de faire des choses comme ça, c'est qu'on va pouvoir lisser le prix d'achat sur le long terme. Et donc, on va baisser intrinsèquement notre coût d'acquisition lors de phases de baisse, justement, comme ce qu'on a pu voir récemment. Et ça va dépendre de la fréquence, ça va dépendre de l'échéance, et ça dépend principalement des objectifs, comme disait Thibaut, l'objectif que vous êtes fixé au moment de l'investissement.
On a vu cette période de baisse actuellement. C'est des périodes de baisse où des traders ou même des investisseurs vont pouvoir recharger. Mais en l'occurrence, on a aussi des périodes, juste avant cette baisse-là, il y avait une période de hausse. C'est également à ce moment-là. Et comment sont créées les périodes de baisse? C'est des prises de profit de la part de plus gros investisseurs qui ont estimé que c'était le temps pour eux de récupérer leurs fonds. Et en effet, c'est ce qui crée ces baisses de marché principalement. Alors, je partage complètement ce qui a été dit. En même temps, ma problématique, mon secteur d'activité, il n'est pas soumis aux mêmes contraintes que les vôtres. Et en fait, pour un mineur de crypto-monnaie, ce qu'il va rechercher, c'est avant tout un prix de l'électricité qui est faible et la liquidité sur la puissance de calcul. Donc, ce qu'on offre avec notre plateforme, Cruxpool, c'est simplement de pouvoir, pour un particulier comme pour un professionnel, du laptop jusqu'à la ferme de minage composée de plusieurs milliers de machines, de pouvoir se porter acquéreur, donc de payer cette puissance de calcul en crypto-monnaie. Donc on apporte de la liquidité à ce marché-là et ça permet de générer des blocs, donc de soutenir la blockchain. Il faut bien comprendre que sans les mineurs de crypto-monnaie, la plupart des blockchains n'existeraient pas. Et ça permet de la sécuriser. Et donc c'est ça qui assure quelque part l'inviolabilité de la blockchain, notamment de l'Ethereum et du Bitcoin. Donc en ce qui me concerne, l'augmentation du cours des crypto-monnaies cette année, elle a eu deux conséquences. La première, c'est que la rentabilité du minage, elle a explosé. Donc, quand vous êtes positionné sur ce marché-là, qui a quand même des cycles économiques beaucoup plus longs que ceux qui ont été décrits précédemment, puisqu'il faut acquérir du matériel, il faut le positionner, il faut avoir une source d'énergie fiable. Donc, à partir de là, si vous êtes positionné sur le marché, effectivement, c'est très avantageux. Mais par contre, en parallèle, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu une augmentation du prix du hardware de manière tout aussi significative. Et donc désormais, pour les mineurs et les gros mineurs de crypto-monnaies, nos gros clients sont principalement en Scandinavie, en Asie, en Amérique du Nord. Eh bien, eux n'achètent pas de matériel parce qu'ils savent très bien que ce matériel, son coût va être réduit dans les mois ou années qui viennent en fonction du marché. Donc la réponse, elle est très ambivalente et je n'ai pas forcément de réponse à la question précisément et ça dépend un petit peu du profil qu'on va avoir en face de nous. D'accord. Moi, je repartirais même sur l'essence même de l'évolution de la technologie aujourd'hui. On voit une évolution sur Internet qui a été très rapide sur les dernières années. On voit une évolution qui est plus ou moins similaire sur le monde des crypto-monnaies, qui est matérialisée forcément du coup par l'évolution des cours et le nombre de personnes qui rentrent dans cette technologie. Mais si on prend rétroprospectivement l'évolution d'Internet et on prend aujourd'hui le nombre de personnes qui sont rentrées donc par rapport à l'adoption dans le monde des crypto-monnaies, on doit être aux alentours des 200 millions de personnes qui utilisent de la crypto-monnaie aujourd'hui, d'après les études récentes. On est quand même 7,8 milliards de personnes. On est sur une technologie qui va être vraiment disruptive dans les années à venir. Quand on fait un calcul simple, on se dit qu'il y a quand même probablement au moins 1 milliard de personnes qui vont arriver sous 4 à 5 ans dans cet écosystème. Est-ce que par défaut, ça va augmenter les cours? Sensiblement que ça va être une conséquence directe. Mais l'idée, c'est de se dire qu'en dehors d'avoir une configuration de marché qui peut être intéressante, c'est aussi de prendre du recul sur la technologie. Si réellement on pense que cette technologie va changer des choses demain, on estime que du coup, avec la venue de nouveaux entrants, parce que ça change la vie. Enfin, nous, actuellement, dans notre zone occidentale, forcément, on n'est pas impacté par les usages. Mais on l'a vu récemment, l'usage du Salvador, aujourd'hui, c'en est devenu une currency. C'est vraiment un moyen de paiement. Là où, aujourd'hui, dans la plupart des conférences, et quand on prend la parole, on parle de moments d'investissement. Eux, c'est des moyens de paiement. C'est encore différent. Bon, il y a encore un autre débat sur moyens de paiement ou méthode d'investissement. Mais globalement, l'idée, c'est que ça va réellement révolutionner des choses sur la partie de paiement, sur la méthodologie qu'on a d'utiliser notre quotidien. Et donc on parle du Salvador qui a pris en compte récemment cette monnaie comme une monnaie légale, mais il y a également plein d'autres pays qui ont des projets de loi pour justement accroître le développement de cette crypto-monnaie. Je me permets de rebondir aussi sur cette question parce que c'est super intéressant. Effectivement, en Europe comme en Amérique du Nord, on ne constate pas les usages des crypto-monnaies parce qu'en fait, on est dans des zones monétaires qui sont extrêmement sécurisées, extrêmement stables. Mais si vous voyagez un petit peu, il n'y a pas que le Salvador. Par exemple, l'Argentine, ce sont les plus gros consommateurs de crypto-monnaies pour une raison simple, c'est qu'il y a un niveau d'inflation en Argentine qui est extraordinairement élevé. Et qu'en Argentine, ils ont la fâcheuse tendance de faire faillite à peu près tous les 20 ans depuis 2 siècles. C'est réglé comme une horloge. Et du coup, les personnes qui travaillent en Argentine, quand ils veulent avoir l'assurance de pouvoir conserver leur argent, ils ont 2 possibilités, le dollar ou les cryptos.
Et on remarque, en fait, pour des raisons aussi géopolitiques, qu'ils se tournent de plus en plus vers les crypto-monnaies et que ça devient un vrai système de paiement. Et c'est vrai qu'il ne faut pas, de notre œil un petit peu européen ou nord-américain, parce qu'on a quand même le même regard, on a la chance d'évoluer dans des zones monétaires qui sont extrêmement stables. Il ne faut pas non plus en oublier ce que les crypto-monnaies peuvent apporter à tout le monde, donc vraiment dans un usage quotidien, à beaucoup de gens dans le monde. Et on a tendance quelquefois un petit peu à l'oublier et de percevoir les cryptos comme uniquement un outil d'enrichissement, ce qui est le cas, hein, et c'est vraiment un point aussi clé, parce que la technologie a vocation, comme l'a dit Julien, à révolutionner beaucoup de choses et à s'intégrer dans vos quotidiens respectifs de plus en plus dans les années qui viennent. Et donc, au minimum, il faut s'y intéresser, il faut essayer de comprendre cette technologie. Mais en plus de ça, il va y avoir des impacts qui sont assez révolutionnaires qui vont arriver dans les années qui viennent. Et d'autant plus sur le point, c'est que cette monnaie qu'on a, la vraie différence par rapport aux monnaies qu'on avait actuellement, c'est que c'est des monnaies qui sont digitales. Ces monnaies digitales, l'expansion de ces monnaies elles vont être beaucoup plus rapides. En l'occurrence, quand on parlait d'une monnaie locale en Argentine qui impacte l'Argentine, la monnaie demain du Bitcoin, par essence, elle va impacter tout le monde. Donc ça veut dire que son déploiement, il va être quand même, on va dire, exponentiel par rapport à une monnaie locale qu'on aurait pu développer et qui serait développée uniquement en France. Et pour aller même plus loin, aujourd'hui, la seule condition pour pouvoir détenir et utiliser des crypto-monnaies, c'est d'avoir une connexion Internet. Et même quand on va dans les zones du monde les plus reculées, que ce soit au fond de l'Asie ou au fond de l'Afrique, ils ont des réseaux Internet qui sont déjà existants et qui fonctionnent très bien. Donc ils ont aujourd'hui tous les outils. Et chose qui n'était pas le cas il y a quelques années. Aujourd'hui, à peu près n'importe où dans le monde, vous avez accès à des solutions pour acquérir des crypto-monnaies, pour les échanger, pour les vendre. Donc les crypto-monnaies sont très accessibles et sont faciles à trouver. Donc là, on a des usages qui commencent vraiment à arriver. On a en plus de ça, dans les pays plus développés, une régulation qui s'est mise en place sur les dernières années, qui ouvre la porte à de nouveaux arrivants, notamment les acteurs institutionnels, qui apportent beaucoup de liquidités sur les marchés et qui apportent beaucoup de légitimité aussi à notre marché. Donc ça laisse la porte ouverte à plein de nouvelles opportunités. C'est vrai que c'est quand même un marché qui est extrêmement actif malgré son statut un petit peu embryonnaire. C'est le président directeur général de Binance, qui est une des plus grosses plateformes d'échange au monde, qui comparait aujourd'hui, si on doit comparer le monde de la crypto avec le monde d'Internet, il disait que le monde de la crypto est à peu près au stade de la disquette. Et je trouve ça très pertinent parce que si on a beaucoup de choses effectivement qui motivent l'afflux de capital, et qui motivent le développement dans des pays sous-développés justement, on a quand même une énorme marge. Et c'est ça qui est aussi très inspirant dans tout cet écosystème. Tout est à faire, tout est à construire, tout est à définir. Et en fait, il n'y a pas d'acteurs qui seront forcément en place demain. Tout est à faire. C'est pas un océan rouge. On est encore dans quelque chose où tout est possible. Et c'est quelque chose qui est quand même assez inspirant. Non, je viens d'y repenser pendant que tu parlais justement, mais pour mettre peut-être un mot sur ce que disait Julien, ce qui est hyper pertinent par rapport à l'inflation, c'est qu'en fait aujourd'hui on a cette crypto-monnaie qui devient une réserve de valeur. Et c'est important parce que c'est un actif qui permet de durer dans le temps, c'est une des fonctions de la monnaie aujourd'hui. Et cette fonction-là, elle est très utile avec le Bitcoin parce qu'en fait on a une création monétaire qui est définie en avance. Donc ça résout en partie le problème du quantitative easing qu'on a avec les banques centrales aujourd'hui. Et cette fonction de réserve de valeur, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, dans notre métier, la plupart du temps, on se dit, et même pour des fonds d'investissement, c'est plus dangereux aujourd'hui de ne pas avoir de Bitcoin c'est plus dangereux de ne pas avoir de Bitcoin que d'en avoir. Et principalement par principe de diversification, mais deuxièmement parce qu'aujourd'hui on voit les politiques inflationnistes de la part des États, c'est hyper important d'avoir peut-être un asset qui se différencie de la classe d'actifs qu'on a déjà, autant de la monnaie fiat que des actifs en bourse. Et c'est vraiment un actif, c'est pour ça qu'en fait, quand on prend ce recul-là, le discours, il n'est même pas sur se positionner sur est-ce que c'est le bon moment, c'est comment est-ce que je peux potentiellement me protéger, parce qu'on sait que tôt ou tard, il y aura une crise qui arrivera sûrement dans les années à venir, c'est quels sont les assets potentiellement qui me permettront de me protéger au moment de cette crise. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a... En fait, c'est une question assez particulière, et pour recentrer un petit peu sur le débat d'aujourd'hui, c'est énormément d'opportunités, c'est vraiment un statut embryonnaire comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a beaucoup d'opportunités, mais est-ce que en se plaçant en tant qu'investisseur, est-ce qu'il n'y aurait pas selon vous des phases un petit peu difficiles pour le marché? Je pense notamment à la phase régulatoire qui est en train d'arriver. On a beaucoup d'initiatives qui cherchent justement à contrôler ce marché qui part un peu dans tous les sens. Et comme vous représentez les sociétés Descoin et Just Mining qui ont été agrémentées AMF récemment,
agréé AMF, pardon. Je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus, de savoir si malgré le fait qu'il y a des opportunités, il y a des phases qui pourraient être un petit peu difficiles pour l'investisseur et pour les entreprises dans cet écosystème-là. Il y a effectivement forcément une phase d'incertitude par rapport à la régulation, tout ce que ça va impacter, notamment sur le volet fiscal, etc. Aujourd'hui, on a un cadre fiscal en France, notamment, qui est très largement inadapté à la réalité du marché. Mais en tout cas, on a un cadre existant, donc ça laisse déjà la porte à pas mal de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction de vos objectifs et en fonction de vos caractéristiques en tant qu'investisseur, aujourd'hui, on a plein de manières d'investir dans la crypto-monnaie, plein de produits différents qui peuvent correspondre ou non à votre profil en fonction de si vous êtes plutôt quelqu'un qui va chercher du risque ou au contraire qui va vouloir être plutôt mesuré, plutôt viser du long terme ou plutôt s'intéresser à un secteur d'activité dédié. Il y aura forcément quelque chose qui va coller à votre profil dans les crypto-monnaies. Nous, aujourd'hui, chez Just Mining notamment, on traite à peu près 4 grandes familles d'investissements, le lending, le stacking, les mastodons et le mining. Répartis dans ces 4 familles, on a une 50aine d'actifs différents, donc ça laisse quand même envisager pas mal de possibilités en termes d'investissement. Donc ce qui permet aujourd'hui, quand j'ai un investisseur qui vient me voir, même s'il est frileux et qu'il n'ose pas trop s'aventurer dans le marché, je suis en mesure de lui proposer des alternatives qui vont se rapprocher un petit peu de ce qu'il fait sur les marchés traditionnels, tout en mettant un pied dans les crypto-monnaies. Donc il y a vraiment pas mal d'outils aujourd'hui et la finance décentralisée ouvre encore un champ des possibles qui est hyper vaste, qui permet de dupliquer en fait tous les modèles d'investissement qu'on va trouver sur la finance traditionnelle, mais avec un levier encore supérieur et un volet décentralisé qui permet de maximiser ses rendements tout en limitant ses frais. Non, enfin, j'ai pas spécialement grand-chose à rajouter dessus. En effet, la réglementation, à mon sens, la réglementation aujourd'hui, elle a vraiment permis de démocratiser et de permettre aux personnes d'investir vraiment de manière sereine et en toute confiance. Donc c'est forcément le meilleur moment, enfin pas le meilleur moment, mais c'est un meilleur moment aujourd'hui pour investir sur des plateformes et investir dans la crypto-monnaie maintenant qu'il y a des activités qui sont régulées, parce que forcément l'inverse était au tout début, quand même les histoires de Mt. Gox ou des choses comme ça, où c'était le moment d'investir, mais en réalité il n'y avait pas les outils qui étaient nécessaires, enfin du moins les outils n'étaient pas forcément adaptés aux clients. Donc forcément le fait d'avoir été enregistré favorise le fait que ce soit peut-être le bon moment, ou du moins le bon moment avec la bonne méthode et avec les bons acteurs. Mais je pense que la réglementation n'impactera pas forcément, va peut-être accélérer la phase d'adoption et donc potentiellement son prix à terme. Ok, et tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, je voulais juste ajouter que nous, en fait, la réglementation, ça ne nous concerne pas pour l'instant sur le minage. En même temps, on peut bien comprendre la problématique des États qui visent à, d'un côté, essayer de maîtriser un petit peu ce qui se passe et de l'autre côté, ne pas étouffer un écosystème très très innovant qui crée énormément d'emplois et qui crée quand même pas mal de richesses. Et donc on voit bien que les États ne savent pas trop sur quel pied danser. On a plusieurs manières d'appréhender les choses. On a la manière forte, un petit peu à la chinoise en ce moment. Pourtant c'était un pays qui était extrêmement précurseur et qui a étouffé dans l'œuf son écosystème crypto et tout le monde s'est délocalisé. On a une manière extrêmement neutre américaine, et ils ont toujours été comme ça, à réguler plutôt tardivement. Et on a une manière européenne qui vise à essayer d'anticiper. Donc on est sans doute un peu plus régulatoire que ce qui peut se passer aux États-Unis. Néanmoins, on a un écosystème qui se régularise et qui veut aussi, ce que ça nous dit quand même, c'est que ça rentre dans les mœurs, ça rentre dans du mainstream, ça n'est plus réservé qu'à des geeks technophiles. C'est maintenant quelque chose que vous pouvez aborder, quel que soit votre niveau de connaissance et quelle que soit votre formation et votre intérêt même pour la technologie. Vous n'avez pas forcément besoin de comprendre la globalité de cette technologie pour vous intéresser aux crypto-monnaies. Non, c'est vrai. Et je pense que la réglementation va aussi permettre justement à ces personnes qui n'avaient pas passé le pas de potentiellement passer ce pas-là. Et cette phase de régulation est, à mon sens, nécessaire. La France, après, a peut-être pris le pari beaucoup plus tôt que certains États. Mais aujourd'hui, c'est nécessaire. Et même pour le développement de l'écosystème, à la fois français ou même mondial, les réglementations françaises vont être applicables à l'échelle européenne avec les programmes, et du moins les directives de MiCA qui vont arriver dans les années à venir. Donc c'est quelque chose qui va se réglementer, parce que la difficulté aujourd'hui sur la réglementation, c'est qu'une réglementation française sur un produit qui est mondial, c'est une
une réglementation qui est presque absurde. Et il y a une nécessité d'avoir une réglementation qui est un petit peu plus homogénéisée dans le monde. Et donc, le fait que la France ait pris le pas devant permet aussi aux investisseurs français de potentiellement prendre le pas en amont. Ouais, c'est vrai qu'il y a une belle initiative aussi, enfin, de la part du territoire français, même du territoire européen de manière générale. Il y a aussi des initiatives qui vont totalement prendre le parti de la blockchain et des bases de données, enfin, j'allais dire décentralisées, mais pour le coup pas vraiment, avec tout ce qui tourne autour des MDBC, des monnaies digitales de banque centrale, où là en fait ce serait tout simplement un actif traditionnel comme l'euro ou le dollar, mais sur une blockchain, sur une chaîne de blocs. Une limite potentielle aussi qui peut être vue par l'investisseur, c'est est-ce que la technologie blockchain et tout ce qu'il y a autour des DLT, ce ne serait pas uniquement mis à profit de justement ces motivations nationales et supranationales, et du coup qui étoufferait un petit peu toutes les opportunités qu'on peut avoir aujourd'hui avec la DeFi, avec d'autres produits blockchain. Voilà, c'est une question qui me paraissait intéressante pour le futur, puisque c'est quand même très incertain et très très jeune. Donc voilà, je serais intéressé de savoir ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je pense que les États voient surtout une opportunité et un danger, puisque bien évidemment, la monnaie a toujours été un instrument de la souveraineté des États depuis très longtemps, et qu'en fait, la crypto-monnaie, c'est quelque part à la monnaie ce que Internet est à l'information, c'est-à-dire un extraordinaire outil d'émancipation des structures centralisées et d'une reprise en main par toutes les personnes qui veulent l'utiliser d'un outil que tout le monde utilise la monnaie, mais que personne ne comprend. Puisque les politiques des banques centrales, personne ne les comprend, personne ne les lit, et globalement, tout le monde s'en fout. Et à partir de là, ce qui est important, c'est qu'on change de paradigme et qu'on fait de la monnaie une plateforme technologique qui va nous permettre d'inventer tout un tas de choses assez révolutionnaires, comme la finance décentralisée, qui permet d'immobiliser des tokens, donc des crypto-monnaies, pour pouvoir générer et sécuriser d'autres blockchains et donc de vous rétribuer pour ça. Ça n'est pas de la spéculation, c'est des protocoles informatiques qu'il y a derrière. Et c'est extrêmement intéressant de voir tout cet écosystème se développer massivement. Mais on comprend bien aussi tout l'enjeu géopolitique derrière, qui va être très compliqué pour les États à mener à bien, parce qu'ils ont l'emploi, la création de richesses, l'innovation, la souveraineté de l'autre côté, et leur propre possibilité de pouvoir s'imposer sur la scène mondiale grâce à la monnaie. Tout le monde le sait, les Américains le dollar joue un rôle dans la politique extérieure des États-Unis centrale, et c'est vrai qu'on n'imagine pas les Américains se passer du dollar. En même temps, ils ne peuvent pas empêcher le développement des crypto-monnaies. Donc il y a une vraie question. Ouais, et pour rebondir là-dessus, il y a effectivement le sujet de pas mal d'États qui sont inquiets par rapport à tout ce développement-là, parce qu'ils le contrôlent pas, ils le maîtrisent pas. Mais aujourd'hui, un État qui se ferme à ça, peut-être qu'il se ferme aussi des portes, parce que le marché des crypto-monnaies a de base une nature qui est internationale. Donc si un pays en lui-même se ferme, il se ferme à des opportunités, et quoi qu'il arrive, c'est un marché qui va se développer. Et aujourd'hui, la majorité des gens sur cette planète ne sont pas bancarisés, donc n'ont pas forcément d'attache à l'euro comme nous on peut l'avoir, ou au dollar. Donc pour eux, c'est des systèmes qui sont simplement logiques en fait dans l'évolution de leur société. Donc à ce moment-là, quoi qu'il arrive, avec ou sans les États, les crypto-monnaies vont se développer. Alors elles vont peut-être être freinées, mais elles vont s'imposer progressivement. Et on a une autre bataille en plus qui se dresse face aux États. C'est qu'on a vu aussi pas mal de privés qui commencent à se rendre compte que dans la souveraineté monétaire, ils ont peut-être aussi une carte à jouer. On a vu certains acteurs comme Facebook qui a essayé de lancer sa crypto-monnaie. En quelques instants, si ça prenait la forme qu'ils voulaient initialement, ils auraient pu devenir la plus grande banque du monde, alors que c'était un acteur privé, quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Donc ça, c'est des inquiétudes, c'est des choses qui font peur, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas encore vues. Mais du coup, face aux États se dressent à la fois les crypto-monnaies qui s'élèvent, et à la fois les acteurs privés qui veulent aussi jouer leur carte dans la souveraineté monétaire. Donc on va vraiment avoir, à mon sens, une redistribution à ce niveau-là qui va être assez intéressante à suivre dans les années à venir. Juste une remarque, je vais être assez cash, mais je pense quand même que les monnaies de banque centrale, c'est quand même une vaste blague, puisque les crypto-monnaies de banque centrale, fondamentalement, elles seront ni décentralisées, ni open source, ce qui est les deux points clés d'une crypto-monnaie. C'est-à-dire que concrètement, la décentralisation et le fait que tout le monde puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur et comprendre la technologie, c'est le point clé qui permet d'en faire des plateformes technologiques ultra puissantes.
Or là, je pense qu'ils ont vu un intérêt technologique. La blockchain, effectivement, résout beaucoup de problèmes qu'ils avaient depuis des décennies. OK. Mais derrière, il y a un effet d'annonce parce qu'ils ne veulent pas se voir dépossédés en fait, d'un outil de souveraineté. Mais sinon, sur le fond, ce ne sera jamais une plateforme technologique. Un euro numérique, ce sera... Non, je pense que c'est réellement... Enfin, en réalité, c'est presque un maquillage de se dire qu'on va partir sur ces secteurs-là, sur cette technologie-là, alors qu'en réalité, du coup, on n'utilise pas la technologie comme on l'a créée, en fait. Très clair, merci pour vos points. Je pensais peut-être, si vous avez quelques questions par rapport à certaines choses, que ce soit précis, pas précis, général, allez-y. Je passerai dans les rangs pour vous donner le micro. Cette question concernera surtout l'Europe. Donc en Europe, on connaît, enfin surtout en France, l'imposition de 30% sur le bénéfice dans les crypto-monnaies. Et donc le seul moyen de ne pas se faire taxer dessus, c'est de retirer notre crypto-monnaie, donc par exemple le Bitcoin, et l'échanger contre de l'USDT, qui est adossé sur la valeur du dollar. Or, les Européens ont énormément de dollars, surtout les investisseurs crypto, ce qui décrédibilise un peu l'euro. Qu'est-ce que l'Union européenne pourrait faire par rapport à ça, ou comment est-ce qu'on pourrait changer les systèmes de taxation pour que ça soit un peu mieux? Bah alors, je pense que sur cette question, c'est principalement du coup tous les projets qui sont en train d'émerger, notamment le LUG, qui sont des crypto-euros, des stablecoins euros, pour justement favoriser aux Européens l'usage de stablecoins en euros, pour justement continuer l'indexation avec l'euro et éviter justement de... pas de freiner, mais éviter justement l'indexation trop importante par rapport au dollar. Parce qu'en effet, cette économie-là, si elle continue comme ça, l'usage de l'euro est presque anecdotique par rapport à l'usage qu'on en a. Donc je pense que ça va principalement passer par des projets comme ça, ce qui veut également dire que peut-être que les monnaies digitales de banque centrale vont devoir être poussées sur ces niveaux-là pour peut-être avoir un usage. À bon entendeur, on verra en fonction de la volonté de chacun, mais ça peut être un des moyens pour justement contrer ça. Et potentiellement, le changement de fiscalité, il y a forcément des textes qui sont en train d'être passés à l'échelle européenne et à l'échelle française, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, on a une imposition qui est basée sur la flat tax à 30%, et quand on va au Portugal, on est à 0%, il y a forcément aussi des questions d'optimisation fiscale et de défiscalisation qui sont même plus lointaines que la simple fiscalité ou la simple question sur la monnaie. C'est clair, c'est aussi là qu'on voit l'importance de trouver un point commun entre toutes les différentes politiques qu'il y a pour traiter justement de ce sujet-là. Aujourd'hui, c'est encore trop disparate, ne serait-ce qu'en Europe, par rapport à plein de choses, et notamment le taux d'imposition. Donc, on espère que ce sera des motivations qu'il y aura d'un point de vue européen pour essayer de lisser tout ça. Est-ce que vous aviez d'autres questions par rapport à certains sujets, par rapport à une crypto en particulier, par rapport à un profil d'investisseur ? Excusez-moi, vous êtes un peu loin. Bonjour, j'aurais aimé avoir votre point de vue sur la dimension écologique et sur ce que ça représentait pour vous et le danger que ça pouvait apporter. Voilà, la consommation excessive d'énergie pour miner, par exemple. Alors, la consommation d'énergie sur notamment le protocole de preuve de travail des crypto-monnaies, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a une consommation d'énergie qui est importante. Et donc, il ne s'agit pas d'essayer de glisser cette problématique sous le tapis. Néanmoins, il faut quand même préciser un certain nombre de faits, puisqu'on peut lire beaucoup de choses dans la presse qui s'avèrent totalement inexactes. La consommation d'énergie à l'heure actuelle du Bitcoin, ça représente 4 ou 5 réacteurs nucléaires. À l'échelle mondiale, dans le monde, il y en a 1000 à peu près des réacteurs nucléaires, donc ça ne représente pas beaucoup. Et par ailleurs, il faut bien comprendre que cette technologie, elle reste assez immature, c'est-à-dire qu'elle évolue. Un exemple assez simple, c'est que l'Ethereum jusqu'à présent était sur un système de preuve de travail, donc sur une consommation énergétique assez importante pour sécuriser. Pour que cette technologie puisse être sécurisée, on avait besoin de beaucoup d'énergie. Et on est en train de passer progressivement, et ça sera le cas d'ici 2 ans à peu près, à un système de stacking. Donc on va utiliser l'immobilisation de tokens pour sécuriser cette blockchain. Et du coup, on a une vraie évolution en termes de maturité. Donc on a affaire à un écosystème qui certes est assez immature pour l'instant sur cette question-là, mais en même temps, il en a totalement conscience.
Et on a des dizaines de milliers de programmeurs, d'informaticiens et de participants à ces projets open source qui travaillent sur ces questions-là pour améliorer les choses. Après, il faut aussi avoir conscience que, bien évidemment, on ne peut pas créer une technologie qui ne consomme pas d'électricité et qui ne consomme pas d'énergie. Donc on peut aller vers l'optimisation, mais j'entends aussi le discours de certains qui, comme ils ne voient pas d'utilité pour les plus radicaux d'entre eux à la technologie de la blockchain et aux crypto-monnaies, pour eux, même si ça pouvait consommer ne serait-ce qu'un watt, ça serait déjà trop. Et là, on rentre de toute manière dans des contraintes qui ne sont pas possibles. On n'arrivera jamais à créer une technologie qui, par ailleurs, consomme pas d'énergie. Il y a juste à réfléchir un petit peu sur la consommation énergétique du système financier à l'heure actuelle, la consommation énergétique des mails, qui n'a absolument rien à voir avec la consommation du Bitcoin. Et je pense que personne n'imagine ce que peuvent consommer ces technologies-là. Ouais, pour rebondir un peu là-dessus, c'est marrant parce qu'on a eu une longue discussion avec Julien sur le sujet juste avant, où c'est un débat qui est long et on pourrait en parler pendant des heures, mais à mon sens, il n'est pas du tout abordé sous le bon angle, en tout cas dans la presse, parce qu'il y a c'est une question qui est beaucoup plus complexe que ça et on a tendance à le mettre en comparaison à des choses qui sont totalement différentes. Mais voilà, pour rejoindre un petit peu ce qu'il disait, moi, ce qui m'a impressionné, parce que j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet, c'est qu'on est sur une industrie qui est encore très jeune, qui a déjà conscience de ces sujets-là et donc qui est en train d'aller dans la bonne direction. À l'inverse de beaucoup d'industries aujourd'hui qui consomment énormément d'énergie et pour lesquelles on ne s'est jamais posé la question et donc qui ne se remettent même pas en question sur ce point-là. Donc là, on a une technologie qui est jeune, qui a encore une grande capacité d'évolution technologique et humaine et qui a déjà conscience de ce point-là. Donc on va vraiment dans la bonne direction. Pour vous donner un exemple très concret, les machines qui consomment beaucoup d'énergie sur Bitcoin aujourd'hui, il y a 5 ans en arrière, c'était des machines qui allaient produire 10 THS, donc en termes de puissance, et qui allaient consommer 1000 watts. Aujourd'hui, les machines dernière génération, elles sont capables de produire plus de 100 THS, donc 10 fois plus qu'auparavant, et elles consomment seulement 3 fois plus d'énergie. Donc on a eu une amélioration technologique du hardware en quelques années, donc on peut imaginer que ça va encore se pousser. Donc petit à petit, le ratio entre ce qu'on consomme et ce qu'on produit va être encore plus optimisé. Donc il y a vraiment plein de sujets sur lesquels on peut aller. On peut aussi se poser la question de, ok, on consomme de l'énergie, mais ce qui est important de se poser comme question, c'est comment on la consomme et quelle est l'empreinte carbone derrière. Aujourd'hui, le Bitcoin utilise principalement de l'énergie qui est pas chère. Donc de l'énergie qui est pas chère, c'est quoi? C'est de l'énergie qui est renouvelable ou alors de l'énergie qui est difficile d'accès. Au Salvador, notamment avec ce qu'ils sont en train de mettre en place sur le minage, on va utiliser des sources d'énergie qui produisent quoi qu'il arrive de l'énergie, mais de l'énergie qui n'est pas exploitée. C'est-à-dire soit on l'utilise pour du Bitcoin, soit on ne l'utilise pas du tout en fait, parce que personne ne la veut cette énergie-là. Donc les mineurs, leur point clé à eux, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'énergie. Donc ils vont aller chercher l'énergie qui est pas chère. Et cette énergie pas chère, on ne la trouve pas en plein centre-ville, là où tout le monde a besoin d'énergie. Ouais, je rebondis sur cette question parce que c'est très intéressant. C'est vrai que les mineurs de crypto-monnaies ont aussi l'atout de résoudre un problème très connu des producteurs d'énergie, qui est l'énergie fatale, c'est-à-dire l'énergie qui est produite et qui n'est pas consommée. Il faut savoir que ça représente quand même des quantités d'énergie assez significatives dans les pays occidentaux. Par définition, on produit plus d'énergie qu'on en consomme, sinon vous auriez des coupures d'électricité. Et a priori, vous ne voteriez pas dans la bonne direction. Et donc, du coup, on est clairement obligé de produire beaucoup plus d'énergie que ce dont on a besoin. Et des offres ont été mises en place, notamment au Québec, par Hydro-Québec. Lors du dégel pendant le printemps, on a des mineurs de crypto-monnaies qui ont conteneurisé leur activité. Donc, elles se déplacent en container, ce qui est très facile, qui viennent se positionner à côté des producteurs d'énergie pour absorber cette énergie qui, de toute manière, est produite, mais qui n'est pas consommée. Et donc derrière, effectivement, on a une réflexion sur la création de richesse, sur la création d'emplois. Donc là, c'est des réflexions qu'ont eues les Américains déjà dans certaines régions, parce que ça se passe aussi aux États-Unis, qui sont tout à fait normales. Et donc il y a des choses à améliorer, c'est une évidence, et il y a beaucoup de travail sur ce sujet. En même temps, le tableau n'est pas aussi noir que celui que certains articles de presse aimeraient nous vendre. Et par ailleurs, il faut mieux favoriser un écosystème qui a conscience de la problématique et qui avance plutôt vite, plutôt que des écosystèmes qui n'ont pas conscience de cette problématique ou qui essaient de tirer à boulet rouge sur le Bitcoin pour bien se garder de eux faire quoi que ce soit. Écoutez, merci beaucoup pour ce dernier sujet qui était extrêmement intéressant. Merci madame pour la question. On va être obligé de s'arrêter là, on a un petit peu dépassé même. Merci de nous avoir écoutés. Et puis écoutez, à une prochaine fois j'espère. Merci.